Avant de vous donner un peu les apprentissages de terrain, je vais vous parler de la boussole maintenant un peu. Et après, je vais prendre des questions. L'année dernière, on a réussi à faire ensemble dans le réseau Action Commune un guide. On s'est dit, waouh, mais en fait, on a appris énormément de choses là, tous les élus qui ont gagné en 2020, comment on fait gagner du temps à tout le monde, voilà. Et en même temps, comment on n'est pas normatif. On a vraiment peur d'être normatif et de raconter la vérité. On sait qu'il y a autant de vérité que de territoires. Il n'y a pas de bonne solution, il faut inventer en fonction des territoires. Donc en naviguant entre tout ça, on a quand même réussi à faire ce guide. On est très content du résultat. C'est un guide du coup que vous pouvez retrouver sur le site internet de Action Commune. Dans ce guide-là, il y a des fiches, mais au départ, on s'est dit, wow, pour 2026, il faut vraiment qu'on ait un peu cette boussole de ce que c'est une liste citoyenne et participative. Et du coup, on a passé du temps, on a passé 4-5 mois dans le réseau avec des gens qui avaient gagné les municipales et des activistes qui étaient dans ce moment-là, à essayer de définir ce que c'était une liste citoyenne et participative. On n'avait pas envie de créer un label. On n'avait pas envie de créer une norme. La liste participative, c'est ça. Et il y a des gens qui vont dire si toi, tu es une liste participative ou pas. Ça, c'était une vraie volonté collective de ne pas faire ça. Du coup, on a appelé ça la boussole. C'est une boussole parce que on peut naviguer entre les différentes formes à l'intérieur de chaque item. Il y a 6 items. Je vais vous les lire rapidement. Et à chaque fois, il y a un peu la liste n'est pas citoyenne et participative si, et elle a atteint l'idéal démocratique si. Et en fait, en vrai, quand on monte une liste, moi je suis en train de monter une liste à Grenoble, on navigue tout le temps en fait entre ces idéals et ce qu'on arrive vraiment à faire dans ces listes. Le premier, je vous lis les 6 items et après on en parle un peu, d'accord? Je les ai remis un peu là. Le premier, c'est la démocratie au centre. En fait, vraiment, ce qui nous rassemble très fort dans le réseau et dans les listes citoyennes participatives, c'est qu'on veut changer le mode de gouvernement. On considère que le mode de gouvernement actuel n'est pas satisfaisant et on considère qu'en gagnant les communes, on peut changer la manière de prendre des décisions politiques et un jour, peut-être, on arrivera à faire ça aussi au niveau régional et national. Donc, la volonté démocratique, elle est centrale dans la liste. C'est pas juste on fera un peu de participation citoyenne, mais en fait, nous, on a un projet écologiste. C'est vraiment le projet démocratique qui est central et il est central aussi et ça se traduit dans la manière de créer la liste, dans la manière de fonctionner dès la liste. Parce qu'on s'est rendu compte que s'il n'y a pas ça, souvent c'est hyper dur après, une fois qu'on gagne la mairie, d'adopter un fonctionnement démocratique. Donc c'est hyper important pour les listes citoyennes participatives d'essayer de fonctionner de manière démocratique en interne du collectif. Ça passe notamment par un fonctionnement transparent, par une ouverture à plein de gens différents, par une collégialité dans les prises de décision dans la campagne. Le projet politique, ensuite le programme, quand on parle de programme, il est co-construit le plus largement possible. C'est-à-dire que souvent ce qui se passe dans des listes classiques, c'est que c'est 5-10 personnes qui s'y mettent, ils s'y collent, ils font le programme, ils s'inspirent par exemple si c'est ELV ou LFI ou n'importe quel autre parti, on prend un peu le programme national, on fait on le retranscrit au niveau local et c'est quelques personnes qui font ça. L'intention dans les listes citoyennes et participatives, et c'est hyper dur, c'est d'aller chercher de la diversité dans la constitution de la liste et du programme. On va aller chercher des idées qui sont différentes des nôtres pour essayer de faire un programme qui soit consistant et qui ne soit pas que la vision d'un groupe d'appartenance qui est souvent un peu le même, hein, parce qu'on fonctionne souvent aussi par cooptation. Et voilà, donc on va essayer d'ouvrir ça. Souvent, c'est hyper difficile à faire pendant la campagne, on essaye, mais c'est hyper difficile. Et après, en tout cas, c'est une volonté pour la suite. Donc ça, c'est le projet politique qui se co-construit. Après, un des piliers des listes citoyennes et participatives, c'est qu'ils ne sont pas initiés par les partis politiques. On appelle ça citoyens. En fait, les membres de partis politiques nous diront nous sommes des citoyens aussi, hein, mais quand même, en tout cas nationalement, une liste citoyenne, c'est une liste qui est en dehors des partis politiques. Pourquoi cela? C'est pas parce que tous les gens des partis politiques sont mauvais, pas du tout. Il y a plein de gens hyper intéressants, hyper engagés dans les partis politiques. C'est juste que selon nous, il y a dans la culture des partis politiques, de droite comme de gauche, mais surtout à droite, mais à gauche aussi, une culture de la représentation et de la République qui est si forte que en fait, les élites et les décideurs des partis politiques vont se retrouver dans des positions où ils vont penser savoir ce qu'il faut faire pour le mouvement,
pour le collectif et du coup vont incarner très fort cette capacité de décision et ce leadership si fort qu'il n'y aura pas vraiment de recherche de collégialité et de démocratie. Les élus dans les partis politiques considèrent qu'ils sont légitimes à prendre des décisions, toutes les décisions politiques, souvent, quand ils gagnent les mairies. Alors que nous, dans les listes citoyennes participatives, on essaie de trouver un juste milieu et idéalement, même si c'est difficile à faire, de prendre les décisions qui sont importantes pour la commune avec les gens. Les décisions les plus difficiles, on essaie de les prendre avec les communes. On va voir que c'est hyper difficile à faire dans le concret. Mais il y a cette volonté-là. Et en plus de ça, il y a des logiques carriéristes, il y a des logiques internes dans les partis qui vont se jouer en fait aussi un petit à petit dans les listes participatives sûrement. Mais comme c'est un mouvement jeune et qu'on a vraiment des mécaniques pour notamment désigner les candidats qui sont différentes, il y a moins peut-être un peu cette tentative-là. Le quatrième item, justement, c'est la désignation des candidats. Ce qui se passe en politique très souvent, déjà, c'est que le maire va se représenter pour la 4e fois et la question ne se pose pas et il cherche des partisans, certains qui restent et des nouveaux, pour le suivre dans sa nouvelle gestion démocratique. Ça, c'est dans 99% des communes, ça se passe comme ça. S'il y a une nouvelle liste qui se crée dans les partis politiques, c'est souvent quelqu'un qui va se dire « moi j'ai envie d'être maire ». Parce qu'il a le bagage politique, culturel, parce qu'il a le bon réseau, qui se sent, souvent c'est des hommes, qui vont y aller, qui vont dire, et qui vont essayer de rassembler des gens autour d'eux. Viens dans ma campagne, avec des propositions plus ou moins directes de financement, de postes, voilà, ça va des trucs clean à des trucs pas du tout clean. Moi je suis à Grenoble et du coup il y a Alain Carignon et du coup là oui c'est pas du tout clean, il y a vraiment des offres de financement notamment d'associations ou quoi, qui permettent d'avoir des gens et ces élus-là, ils vont essayer d'avoir un groupe, puis sa liste, puis de se présenter eux-mêmes. Ce qu'on fait dans les listes citoyennes et participatives, c'est qu'on va être hyper vigilant à ce qu'on appelle le processus liste. Comment on va désigner nos candidats et comment on va désigner la tête de liste. On ne sait pas, au début, qui va être candidat et qui va être tête de liste. Souvent, il y a du leadership, il y a des gens qui s'impliquent plus et tout ça, on sait qu'il y a des gens qui vont sûrement être élus, mais il y a un vrai processus qualitatif qui va permettre de désigner les candidats et la tête de liste. Et ça passe par plein de méthodes différentes, on pourra en parler si ça vous intéresse, qui ont été testées en 2020, mais il faut encore une fois là, inventer le bon processus qui va pour votre collectif. Notamment, ce qui a souvent été fait, c'est des élections sans candidat pour les têtes de liste. Donc c'est une manière de choisir quelqu'un qui n'est pas des gens qui doivent se présenter eux-mêmes en disant moi Thomas je veux être maire de Grenoble, mais c'est le collectif qui va dire moi je verrais bien Frédéric ou je verrais bien Catherine parce que je trouve qu'elle a nanana. Et du coup, ça déjà, c'est un processus qui est assez carré que je résume là, mais qui permet de faire émerger souvent des nouvelles personnes. Et notamment, on a quelques statistiques sur les listes de 2020. Il y avait 41% de têtes de liste qui étaient des femmes en 2020, et la moyenne nationale, c'est 21%. Ça fait que ces processus d'intelligence collective, en tout cas c'est le pari qu'on fait, ils sont plus inclusifs et ils permettent plus d'égalité politique entre les personnes qui sont là, parce que vous savez qu'on est pétris toutes et tous d'oppression systémique qui traverse la société, et du coup les hommes vont prendre plus facilement la parole que les femmes, etc. Et donc ces processus-là, ils permettent ça. Donc la désignation des candidats, c'est un moment hyper important dans la liste, et c'est ce moment-là qui est assez chouette à vivre dans les listes citoyennes et participatives. Ensuite, on a appelé ça, elle est moins claire, celle-là je trouve, moi, j'ai participé à fond au processus, donc je suis hyper tranquille de dire ça. La démocratie pour répondre aux besoins fondamentaux des habitants. On voulait, en faisant cet item-là, rappeler que en fait, l'objectif final, c'est pas la démocratie, c'est répondre aux besoins des habitants. Se nourrir, se loger, s'alimenter, se déplacer, et que du coup, on navigue tout le temps entre ces expérimentations démocratiques et des expériences et des politiques publiques transformatrices. Et c'est aussi, attends, juste je finis, c'est aussi un pied de nez aux listes citoyennes d'extrême droite. Nous, on considère qu'une liste citoyenne et participative ne peut pas être d'extrême droite parce que on promeut un idéal d'égalité politique de toutes et toutes. Et du coup, on considère que tous les habitants sont légitimes pour prendre part à la décision, peu importe leur âge, peu importe leur couleur de peau, peu importe leur origine. Et donc, c'est incompatible avec un projet d'extrême droite. Donc ça, c'est la vision qu'on porte, en tout cas avec Action Commune.
Et je finis juste le dernier, c'est 1 pied dedans, 1000 pieds dehors. Celui-là, c'est l'adage municipaliste inventé par les Espagnols. 1 pied dedans, 1000 pieds dehors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a une équipe qui va gagner la mairie, c'est le pied dedans, qui va se mettre au service des 1000 pieds dehors. On le savait et on s'en est rendu compte pendant l'exercice des 5 ans, une mairie toute seule, elle ne pourra pas transformer le territoire. Elle ne pourra pas aller vers un territoire qui répond aux enjeux écologiques et sociaux qui sont énormes. Par contre, une municipalité qui se met au service de tous les collectifs, les coopératives, les associations, qui œuvrent dans le territoire et qui impulsent des politiques publiques transformatrices, là, il y a des capacités de transformation qui sont bien plus importantes. Donc c'est ça un peu l'adage municipaliste, 1 pied dedans, 1000 pieds dehors. Et c'est super dur à faire en vrai. Mais là, on est dans la boussole, donc on est dans l'idéal. Je vais m'arrêter là et après je vous raconterai un peu le bilan. On a plein d'apprentissages de terrain, mais je vais m'arrêter là parce que j'ai déjà beaucoup parlé. Est-ce que vous avez des questions, des remarques, des choses que vous aimeriez creuser? Et je vais vous passer le micro, vous vous rappelez, pour prendre les questions. Et on va essayer de faire en sorte qu'on essaye d'alterner une prise de parole homme-femme si c'est possible. Ouais, c'est bon. Oui, au niveau sémantique, tu es passé de citoyen à habitant. Et je voudrais simplement que tu clarifies ça, parce qu'il y a plein, effectivement, d'habitants qui ne sont pas considérés comme citoyens, que je sache. Oui, je pense que le terme habitant, pour moi, est plus fort que citoyen. Maintenant, tout le monde emploie le terme citoyen, puis habitant, c'est les gens qui vivent là. Et le citoyen, c'est celui qui vote. Donc déjà, on élimine tous ceux qui ne votent pas. Oui. Donc nous, quand on parle de citoyens, on pense habitants. Pour nous, on l'a fait par exemple dans l'Assemblée citoyenne de Poitiers qui se tenait ici. Pouvaient participer à l'Assemblée citoyenne décisionnaire de Poitiers tous les gens qui habitent, étudient ou travaillent à Poitiers. Peu importe la nationalité par exemple, ou peu importe l'âge. Parce que sont citoyens que voilà, les personnes majeures qui ont la nationalité française. Donc nous, on élargit ça parce qu'on considère que tous les gens qui travaillent, vivent ou étudient dans un territoire sont légitimes à prendre des décisions pour ce territoire. Mais par contre, on utilise le terme liste citoyenne parce qu'il faut trouver le bon juste milieu entre la communication, rendre visible le mouvement, donner envie à des gens de lancer des listes et les termes politiques, et c'est toujours ça. Donc liste citoyenne, il vient de loin, et du coup on continue d'utiliser celui-là, mais on parle bien d'habitants quand on parle de liste citoyenne. Je me pose là maintenant la question, dans une liste citoyenne, si vous avez quelques personnes qui sont encartées, soit de manière officielle, on va dire, ou non officielle finalement, parce que des fois elles vont se dire bon, j'ai une affinité, mais en fait elles sont encartées. Qu'est-ce qu'on peut faire en fait? Parce que on voit qu'il y a un engagement citoyen, mais aussi un engagement auprès d'un parti politique. Moi, j'ai pas ce cas de figure-là, mais je connais une personne qui va connaître ce cas de figure-là. Qu'est-ce qu'elle peut faire? Parce que là, si on se met à exclure la personne qui est motivée, je me pose aussi une question. Et même là, tout à l'heure, vous parliez d'extrême droite. C'est une forme d'exclusion aussi, parce que peut-être la personne, sur le moment, elle se sent d'extrême droite, mais si on lui dit va ailleurs parce que tu es d'extrême droite, moi je trouve que ça exclut, et ça va pas dans le sens d'une liste citoyenne où on se dit c'est pour une catégorie de citoyens, mais pas pour d'autres. Donc là aussi, ça m'a interrogé en fait quand vous avez parlé de ça tout à l'heure. Ok. On n'est pas du tout dans une chasse aux sorcières aux gens qui sont dans les partis, dans les listes citoyennes. En tout cas, moi, je vous parle des exemples que je connais. En fait, il y a plein de gens, il y a plein de listes citoyennes où il y a des gens encartés. C'est juste que si c'est à l'initiative du parti, que c'est que les gens encartés qui ont les manettes du pouvoir, là, nous, ça commence à nous faire tilt en mode, du coup, c'est une autre dynamique, c'est une dynamique ELV ou LFI ou PS, voilà. Mais qui est à Poitiers, nous,
collectivement, et eux considèrent qu'ils sont une liste citoyenne. Pourtant, Léonore Monconduit, la maire de Poitiers, elle est ELV. Il y a des gens de partis politiques. Mais la grande différence, c'est que déjà, il y a une majorité de gens qui ne sont pas encartés. Et la dynamique, elle est vraiment citoyenne. Là, le parti politique de ELV à Poitiers a réussi à se mettre juste en soutien de la dynamique. Donc, il n'y a pas eu d'ingérence. Ce qui est difficile, par exemple, avec LFI, c'est qu'il y a tout part du national. Donc, la liste dans LFI, les gens qui sont dans LFI vont devoir suivre les demandes du national. Nous, on considère que c'est le local qui est légitime. Donc, on ne peut pas avoir de prérogatives du national, puisqu'on considère que l'échelon... voilà. Donc, c'est plutôt cette chose-là de culture politique de la démocratie, d'une démocratie plus directe, d'ingérence d'un corps externe, national, à l'intérieur, qui fait la différence en fait entre une liste citoyenne et participative. En fait, il y a des gens dans les partis politiques qui croient à fond en tout ce qu'on fait et qui sont dans la liste. Moi, j'accompagne des gens à Blois. Il y en a 7 qui sont dans ELV, mais ils sont à fond sur les questions de démocratie directe. Ils ne considèrent pas avoir la vérité. Il y a un truc aussi de posture et de manière d'être. Voilà. C'est pas l'indicateur pour moi, il est hyper facile. Tu vas boire un café avec la personne. Si tu l'écoutes pendant 1 heure et cette personne-là ne te pose pas de questions, fuis. Parti ou pas parti. Mais par contre, si tu as quelqu'un qui est aussi curieux, qui va parler, mais qui est aussi curieux de ta réalité, de tes convictions, voilà, et ben là, il y a un truc d'ouverture qui peut ensuite ouvrir à plus de démocratie, plus de participation. Parce qu'après, déjà se mettre d'accord à 20, c'est hyper compliqué, mais en plus, on te dit, ouais, mais ça suffit pas, il faut que tu te mettes d'accord à 800 si tu es dans un village de 800. Et ben, il faut être en capacité vraiment d'écouter les autres, l'altérité. Voilà. Et sur l'extrême droite, en fait, des votants d'extrême droite potentiellement peuvent rentrer dans une liste citoyenne et participative. Ça va être difficile. Chaque liste est souveraine et fait ce qu'elle veut, mais ça va être difficile sûrement d'avoir des cadres du parti d'extrême droite parce qu'eux, ils répondent encore, c'est encore la même chose, ils répondent aux enjeux de politiciens en fait que nous on n'aime pas du tout, de tactique politicienne. Et en plus, ils sont dans des valeurs qui prônent l'exclusion d'une partie de la population. Donc qui est pour nous antinomique avec la démocratie. On vient de définir habitants avant. Les habitants, c'est tous les gens qui habitent sur le territoire. Et du coup, il y a un conflit très concret, quoi. Une personne qui n'a pas la nationalité française, je ne suis pas sûr que dans une liste d'extrême droite, elle puisse avoir son mot à dire. Donc c'est sur du concret, quoi. Après, bien sûr qu'il y a un enjeu pour les citoyennes participatives à être très ouvert et à ne pas rester enfermé dans un mode de pensée, notamment de gauche. Mais voilà, ça sous-tend le reste des valeurs. Je ne sais pas si ça répond à ta question, mais... Ah bah vas-y. Oui, Ouais. moi ça rejoignait un petit peu la question que posait le jeune homme tout à l'heure. Tu parlais du projet démocratique central, sans cap politique forcément. Et du coup, moi, c'est quelque chose qui est une zone de flou quand même, puisque on peut arriver, nous on est dans une liste qui est repérée participative aussi à la montagne, ville de 6600 habitants, petite taille, et il y a des reproches qui peuvent être de ceci, on ne sait pas si on est une liste de droite ou de gauche, et parmi tous les conseillers municipaux, évidemment, il y a des tendances qui vont peut-être de l'extrême gauche à presque du centre mou, enfin que j'appelle mou. Et pour moi, je pense qu'il y a quand même ces valeurs à poser, qu'il y ait une étiquette, ça me semble essentiel pour les distinguer des listes de droite sans étiquette, par exemple, voilà, qui sont plus nommées comme ça à droite. Mais je ne pourrais pas entendre des choses qui vont contre mes valeurs écologiques ou je ne sais quoi. Ça serait difficile, même s'il y avait une majorité de personnes qui pensent refuser de mettre une piste cyclable quelque part, par exemple. Enfin, voilà, c'est cette zone de flou que j'ai envie de lever, quoi. Il y a une vraie tension. Là, on est sur les tensions en interne dans les listes citoyennes participative. Donc, à la montagne, c'est une liste où vous avancez, vous avez fait énormément de choses super. Et du coup, la tension qu'on a en interne, et on en parle beaucoup entre nous, c'est est-ce qu'on a ce cadre politique et écologiste et social, en fait, parce que toutes les listes citoyennes et participatives qui se sont lancées en 2020 avaient le triptyque démocratie, écologie, justice sociale. Donc c'est des valeurs de gauche avec ce triptyque-là.
Donc la question ne se pose pas en termes de valeur. Et du coup, quand on fait de la participation citoyenne, et c'est là où ça devient compliqué pour nous quand on gère les mairies, c'est OK, si on veut faire un projet dans un parc, par exemple, est-ce qu'on met un cadre où il faut que les projets répondent à des enjeux de justice sociale et d'écologie de base, et du coup, il faut que toutes les réponses et tout ce qu'on fait aillent dans ce sens-là. C'est ce que tu dis et c'est ce qu'on fait souvent, les citoyennes participatives. Et comment on accueille à côté de ça aussi d'autres vérités, d'autres visions du monde, peut-être plus sur l'économie ou sur voilà, parce que c'est des tensions en fait. Quand on arrive sur du concret, de l'aménagement ou de politique publique, ça va être des tensions qui vont se jouer et jusqu'où on accepte de se faire dépasser le cadre. Là où en fait on s'en sort bien, c'est que quand on arrive à du concret, tous les gens, de droite ou de gauche, veulent avoir de la sécurité, veulent avoir une alimentation de qualité, veulent avoir des logements décents et pas trop chers, veulent voilà. Donc en fait sur le fond, mais c'est vrai, hein, quand on arrive sur des politiques publiques concrètes dans les assemblées, en fait il y a quand même un consensus. Après, ce qui va être difficile, c'est la priorisation. C'est la priorisation des politiques publiques, et là souvent c'est la décision politique qui est là. Et à quel moment, quand on est dans une liste et quand on a gagné la mairie, on va dire non, là c'est les pistes cyclables, on pousse un peu. À un autre endroit, on va ouvrir la décision. Plus, voilà. Mais c'est une vraie tension qui n'est pas résolue. On est en train d'inventer un nouveau mode de gouvernement. Les listes qui gagnent, elles sont élues avec ce triptyque-là, avec ces valeurs-là. Elles ne peuvent pas non plus faire n'importe quoi par rapport à ces valeurs-là, quoi. Donc voilà. Là, c'est un peu les difficultés du concept des listes. Ça va ? T'es d'accord avec ce que je viens de dire ou pas ? Tu peux, vas-y, redis, parce que moi je suis pas élu, toi tu es élu dans une liste participative, donc tu es hyper légitime à dire ce que tu dis. Je suis pas d'accord avec toi sur le fait que sur le fond, on est tous d'accord. Par exemple, sur les logements sociaux, typiquement, l'accueil nous on a un bidonville Rome, on n'aurait pas du tout la même façon de voir les choses. Donc c'est là-dessus que je ne serais pas d'accord sur le consensus, en fait. Je rebondis un petit peu sur ce qui a été dit parce que... On m'entend ? Oui, ça. Moi, je fais partie d'une toute petite commune de 500 habitants et où on n'a pas du tout plutôt situé à gauche dans un environnement très, très, très à droite. Mais on n'a pas l'occasion ni la chance de pouvoir faire de l'entre-soi. Et du coup, évidemment, pour monter une liste, c'est 15 personnes. Et sur ces 15 personnes, je suis sûre qu'il y a des personnes qui ne sont pas du tout de la même, on va dire... tendance que moi, enfin voilà. Mais je trouve que dans la méthode, rien que le fait de passer plutôt que dans le fond, il peut y avoir des distensions et tout ça, mais que si la forme elle est suffisamment forte, et je pense que c'est ce qu'on vient chercher ici aussi, une forme, finalement, on arrive quand même à un consensus. Alors c'est pas des mots, surtout, le consensus ça plaît pas non plus à des actions plutôt militantes, mais j'ai vécu aussi longtemps en Belgique et le consensus, ça reste quand même une façon de faire qui est peut-être plus lente et moins, mais qui arrive aussi à des choses. Et je pense que la forme est très importante et la forme amène à quelque chose de l'intelligence collective qui fait qu'à la fin, ça peut être plus long que si on était tous d'accord et tous du même, mais on y arrive. Et moi, j'avais une autre question, donc sur l'idée de pas de candidat prédéfini. Donc toujours dans ma petite commune où on est 500 habitants et où la population est plutôt âgée, je vais dire, parce que je pense qu'il y a quand même une... Enfin, âgée, non, mais bon, voilà. Je trouve que c'est difficile. On a lancé des ateliers participatifs où on est une trentaine et on discute autour de sujets qu'on a choisis ensemble. Mais on va dire qu'on est deux à avoir lancé les ateliers et que là, c'est le moment où on doit faire une liste. Et je trouve ça très difficile parce que j'aimerais qu'on continue à choisir, à faire par exemple... des élections sans candidat et tout ça, mais je sens bien que si on n'est pas, si les deux qui ont commencé à lancer la liste ne se mettent pas en avant en disant oui, on va partir en tant que candidat, oui, enfin, je trouve que c'est difficile il y a une question du leadership et à un moment donné, donner une direction qui parfois est un peu difficile à trouver. Voilà. Et comment est-ce qu'on fait pour pas s'enliser et pas... Ouais. Il y a une dynamique qui est hyper intéressante à regarder de l'extérieur, c'est qu'en dessous de 10 000 habitants à peu près, on galère à trouver des candidats. Et au-dessus de 10 000 habitants, il y a trop de monde qui veut y aller. Et du coup, c'est deux réalités qui sont complètement différentes, mais qui touchent toutes les deux à la désignation des candidats. Et du coup, sur ça, il n'y a pas vraiment de solution. Mais en fait, on est en train de naviguer, on n'a pas encore bien défini les choses, mais autour du leadership coopératif.
C'est-à-dire accepter qu'il y ait des personnes qui aient du leadership parce qu'elles ont le temps, parce qu'elles ont le capital culturel, parce qu'elles sont convaincues à fond de ça, pour plein de raisons. Et d'accepter qu'il y ait des formes de leadership, mais coopératifs, c'est-à-dire qui ne sont pas dans des postures de domination, qui ne vont pas imposer leurs décisions au reste du collectif. Donc une fois que j'ai dit ça, dans le concret, ben, voilà, hein, on navigue. Mais il y a quand même ça, et du coup peut-être l'invitation, c'est que c'est ok aussi de dire, bah, nous on veut être candidat pour donner envie. Si c'est aussi donner envie à d'autres gens d'y aller, d'assumer ce truc-là, et c'est pas non plus de te mettre en avant, à mon avis. Hein, d'un point de vue extérieur, c'est pas de te mettre en avant, c'est ok, on y va et d'essayer d'embarquer d'autres gens. Si en plus tu es sincère dans le fait de vouloir partager la décision avec le groupe que tu es en train de construire et avec le reste de la population, voilà, il faut accepter aussi d'y aller à un moment. Si toi tu te sens, je sais pas après, hein, mais, mais voilà, je sais pas. Et si, allez-y, hein, si vous voulez. Ouais. Merci beaucoup. Du coup, moi, je fais partie d'un collectif qui existe depuis 2019. Du coup, on est déjà pas mal structuré. Et en fait, dans l'atelier sur la boussole démocratique, je venais chercher, en fait, il me semble que c'était un outil. Et en fait, je sais que ça parlait de tirage au sort, d'aller voir les habitants, etc. Et en fait, moi, mon questionnement, il est par rapport à cet outil-là. Et comment faire pour démarcher les habitants avec ce système un peu de tirage au sort, etc. Et puis, voilà, la boussole, quoi. Ok. Du coup, l'outil de la boussole, vous verrez si vous avez les guides, on peut s'amuser au milieu là, à écrire là où on en est par rapport aux deux extrêmes un peu qui sont écrits. Donc c'est un peu un outil comme tu dis. Mais pour moi là, ton questionnement, c'est plus des questions de mobilisation. Et du coup, il y a peut-être dans le programme des moments de questions de mobilisation qui vont t'intéresser particulièrement. Je peux te dire un mot quand même sur toutes ces aventures de mobilisation. Souvent, ce qui se passe dans les listes participatives, c'est qu'on veut tellement faire de la gouvernance partagée et de l'intelligence collective qu'on va passer énormément de temps en interne à essayer de faire le truc le plus clean possible, alors qu'en fait, il faut aussi passer au moins autant de temps à faire de la mobilisation. La mobilisation, elle sert à différentes choses selon où on en est dans la campagne. Au tout début, ça va être de créer le groupe de 10, 15, 30 personnes qui montent la liste. Dans un deuxième temps, ça va être potentiellement de trouver des candidats et des candidates qui viennent de différents horizons, de différentes catégories socio-professionnelles, de différents quartiers. Voilà. Et dans le troisième temps, c'est le temps de la campagne, ça va être inciter les gens à voter pour la liste. Et cette technique de mobilisation, il y en a plein qui ont été testés par les listes citoyennes et participatives. Le tirage au sort en est une. Je sais qu'il y a eu des tentatives, par exemple, de tirer au sort, c'était à Toulouse, donc ils étaient très nombreux, mais 1000 adresses, et de toquer aux portes et de dire aux gens, est-ce que ça vous dirait d'être candidat et de devenir élu ? Voilà, pour essayer d'interpeller et d'essayer de faire venir les gens qui trouvent leur place dans le collectif et qui aient envie de contribuer. En tout cas, il y a énormément de choses dans le guide, on a plusieurs fiches sur la mobilisation, de petits outils hyper concrets que je t'invite à aller voir, notamment sur... en fait, il y a un truc qui se passe, c'est que vous ne vous rendez pas compte, mais à chaque réunion, il y a 2, 3, 4, 5 personnes qui viennent, et souvent, en fait, on se dit, il n'y a pas assez de gens, il n'y a pas assez de gens, mais on n'arrive même pas à, entre guillemets, accrocher ces personnes-là. Mais ça, c'est des rôles, c'est aussi de la technique comme animer une élection sans candidat, en fait. Et ça s'apprend. Et c'est notamment faire un tableau Excel avec le nom, prénom, numéro de téléphone, email des gens. C'est aller boire un café avec la personne qui est venue à la soirée pour comprendre pourquoi elle est venue, comment l'aider à trouver sa place. Enfin, voilà, il y a énormément de petits trucs concrets à faire comme ça, qui sont super bien détaillés là-dedans. C'est des gens qui sont trop forts en mobilisation qui l'ont fait. Et déjà, quand on a ça en tête, je trouve que ça aide sur les questions de mobilisation. Je ne sais pas si ça répond un peu, mais... Oui, donc je voulais réagir en fait sur les deux dernières prises de parole. Donc, je vous représente juste un tout petit peu la situation. Donc, une commune de 2800 habitants. Moi, je suis coprésident en fait d'une association qui s'appelle Noyer Environnement, qui a touché, on va dire, sur les 3 dernières années, à peu près 500 personnes. Donc, on sait qu'on a un noyau de sympathisants qui est assez large, mais qui est quand même petit pour faire une majorité. Et toute la question, c'était ce que tu posais comme question pour ta commune de 500 habitants. Moi, c'est comme ça que je me suis présenté. Je me suis dit, je ne suis pas candidat, je ne suis pas encore dans un collectif, mais je suis en train de me dire, je suis peut-être le seul qui peut être catalyseur de quelque chose, parce que mon coprésident a déjà été élu, ne veut pas se représenter. Personne d'autre veut se lancer, parce que le maire est déjà à son 2e mandat,
qui va se présenter comme un rouleau compresseur à un 3e mandat, donc il est presque sûr de gagner, donc personne n'a envie d'aller à une défaite annoncée. Et moi, je me dis, je suis peut-être le seul, parce que je suis coprésident de cette association, on a touché 500 personnes, il y a plein de gens que je connais, et je peux faire catalyse de quelque chose. Je n'ai pas du tout forcément envie d'être maire ni quoi que ce soit, mais j'ai juste envie de mettre l'étincelle du départ pour que des gens aient envie de travailler ensemble et qu'on agrège petit à petit. Et effectivement, je me suis posé la question, par exemple, je me suis posé premier cercle, deuxième cercle, troisième cercle, qui sont les personnes que j'ai envie de toucher de façon concentrique. Et c'est une vraie question de savoir à qui on peut s'adresser pour petit à petit faire émerger un mouvement citoyen. Ok. L'invitation que moi je vous fais, qui a bien marché dans pas mal de listes, c'est de, si toi, on sent que tu as envie, et donc c'est trop bien, mais c'est d'essayer de faire un collectif de gens, 2, 3, 5, 6 personnes. Souvent le noyau dur, c'est 5 personnes, ça dépend des tailles, mais voilà, le noyau dur ou 2 personnes, tu disais toutes 2 personnes, c'est aussi normal. Mais en tout cas, de jouer le jeu vraiment, de pas de candidat avant le programme et de ne pas faire les choses dans l'autre ordre, dans l'ordre classique, et de laisser venir cette élection sans candidat à un moment donné où vous l'aurez décidé. Peut-être ça sera toi. Souvent, les gens qui sont à l'initiative, ils sont assez hauts dans la liste, voire ils sont en premier, et c'est OK. Mais il y a quand même une décision collective, peut-être des choses qui vont être prononcées aussi de méfiance de gens qui ont peur de certains de tes travers qu'on a tous, on a tous nos travers, qui vont être nommés à ce moment-là et qui vont être hyper précieux pour la suite du mandat, pour toi ou pour celle ou celui qui va y aller en tête de liste. Donc moi je pense que c'est un peu une fausse question de se dire il n'y a personne qui veut y aller. Dire que toi tu es prêt à être élu, c'est chouette. Comme tout à l'heure, moi je suis prêt à être élu, ça veut dire que tu assumes le fait de vouloir lancer une liste. Mais peut-être ce ne sera pas toi, et de vraiment se dire, bon, bah, dans 3 mois, dans 2 mois, on fera un samedi, on va faire je ne sais pas quoi ensemble, et à la fin, on fera une élection sans candidat, et on verra bien qui sera à la tête de liste et qui seront les candidats. Mais en tout cas, d'essayer de faire vraiment un processus d'intelligence collective pour en arriver là. Sinon, vous allez reproduire les travers et les biais que ça crée aussi en termes de soins, c'est que c'est les quelques personnes qui vont tout porter tout le temps, et du coup, vous allez avoir toutes les infos, donc vous allez prendre des décisions qui vont orienter le collectif très fort, et du coup ça ne permettra pas de créer une dynamique collective si forte que si on responsabilise les gens et on fait des actions ensemble, on fait des choses, on fait des porteurs de parole, on met une banderole à un moment à un endroit, on va rencontrer les assos, on fait des trucs dans l'espace public. C'est plutôt vers ça qu'il faut se tourner pour rendre visible le truc, et après faire ce processus de désignation des candidats et de la tête de liste. On est au moins 2. Il y a une deuxième personne qui est prête à partir. Les autres, pour l'instant, on sent qu'il y a des volontés, mais il y a tellement de craintes que personne ne veut sortir du bois. Personne ne veut prendre le risque de s'afficher dans une opposition à ce maire. Parce qu'ils sont membres d'associations très visibles, très connues, ils ont peur d'être ensuite blacklistés par la suite. La difficulté, c'est quand même cette étincelle du départ, c'est-à-dire est-ce qu'on crée au moins un nom, par exemple Noyer Collectif, pour qu'on puisse dire, on fait une première réunion de Noyer Collectif, qui est une association, parce que ce n'est pas un parti politique, donc c'est juste une initiative, ouais. Et de faire venir des premières personnes, parce que moi c'est ce premier tri, cette première invitation qui est difficile à faire, c'est-à-dire trouver un noyau de 15, 10, 12, 25 personnes. On a essayé de théoriser le parcours d'une liste citoyenne participative. Encore une fois, il ne faut pas prendre ça comme c'est ça qu'il faut faire et je vais faire toutes les étapes dans l'ordre. Mais quand même, il y a des trucs qui reviennent dans les listes citoyennes participatives. Et du coup, les premières étapes, souvent, ça part de 2-3 personnes. Vous irez voir dans le guide si ça vous intéresse. Mais c'est vraiment de créer ce petit groupe de 10-15. Et peut-être tu peux nous dire comment vous avez fait, vous, au départ à la montagne. Mais en gros, souvent, c'est 2-3 personnes qui ont envie, qui commencent à faire des réunions, pas autour de la liste, mais autour des projets, autour de, il y a tel bâtiment vide énorme dans la ville, qu'est-ce qu'on en fait, autour de trucs concrets qu'on veut faire dans la commune, pour faire venir des gens, discuter politique. Et à un moment donné, le collectif se sent assez fort pour dire, allez, on y va, on fait la liste, et on y va. Et après, tu parles d'un deuxième truc, c'est que il y a un risque réel pour les associations, les membres d'associations qui se présentent aux élections municipales en face d'un maire qui peut regagner parce qu'il y a les histoires de subventions. Et ça, c'est un problème démocratique, pour le coup, énorme. Mais ça, on est un peu kéblo et à un moment, il faut
soit y aller, soit tu arrives à faire basculer le truc parce que la dynamique elle est assez forte, les gens ont confiance, et voilà, soit vous avez un maire vraiment autocrate qui va enlever les subventions. Et dans ce cas, souvent, ça sera quelqu'un d'à côté, un militant de l'association, et la personne qui est un peu en leadership dans l'association ne prendra pas le risque de... mais ça, ouais, voilà. Et tu veux nous dire un peu, toi, au début, c'était comment à la montagne ? En fait, ça s'est fait en 2 fois. Au début, c'était vraiment un tout petit groupe d'hommes, uniquement d'hommes, qui s'étaient réunis autour d'un projet plutôt écologique. Ouais, c'était vraiment la forte valeur à défendre. Cette fois-ci, donc il y a eu de la cooptation, mais les hommes en question s'étaient déjà placés sur des postes et demandaient à des femmes de les rejoindre. J'ai été cooptée de cette façon-là pour servir d'intercalaire, en fait, pour avoir un homme, une femme, un homme, une femme. Et là, on a perdu ces élections-là. Et ça nous a permis en fait de nous repréparer d'une autre forme tout à fait différente, un peu comme celle que tu décris, c'est-à-dire qu'on était vraiment sur une forme qui était moins sur le fond, mais aussi sur comment on fonctionne ensemble, la question de la gouvernance, l'élection du maire sans candidat, on l'a fait vraiment au dernier moment. C'est d'ailleurs pas celui qui est maire aujourd'hui qui a été le premier choisi. Il était en 2e ou 3e position. Les 2 premiers ont dit non, en fait. Donc ça nous a permis à tous d'avoir une place vraiment beaucoup plus égale sur cette 2e campagne. Comme j'ai vécu les 2, j'ai bien vu la différence. Là, j'étais pas juste Madame Machin entre monsieur et monsieur. On avait chacun une place vraiment sur l'horizontalité qui était vraiment très intéressante et qui s'est poursuivie surtout sur notre mandat. Au bout de 5 ans qu'on est là, chaque conseiller municipal est encore présent et en charge d'une délégation particulière. Voilà. Donc c'est vrai que la forme est hyper intéressante. Je veux juste témoigner par rapport à Poitiers Collectif. En 2019, moi j'ai rejoint la liste qui était non encartée, parce que moi je ne faisais pas partie d'un parti. Et en 2019, on était venu avec des projets. On a des projets dans la ville de Poitiers et comment les développer, comment les mettre en place pour que tout le monde puisse, tous les habitants puissent en bénéficier. Donc il y avait des professeurs des écoles, moi j'étais chef d'entreprise, je me rappelle, Léonore est venue dans mon entreprise, je suis pompe funèbre, les pompes funèbres écologiques à Poitiers, les seules en France. Donc elle est venue me voir en disant tu as plein de projets qui sont intéressants dans la ville de Poitiers. J'avais émis le projet de cimetière naturel à Poitiers et, qui a été voté cette année, en tout cas l'année dernière. Et des étudiants sont venus dans les listes qui étaient des non encartés. On a été chercher des habitants qui avaient des projets à soumettre et à travailler ensemble. Donc la liste a grossi petit à petit jusqu'en 2020, au moment où il fallait constituer une liste commune. Et Poitiers Collectif est né de cette dynamique qu'on a créée à Poitiers, de chefs d'entreprise, d'habitants, d'associatifs, de présidents d'associations, par exemple, d'étudiants qui sont venus, beaucoup d'étudiants. On a beaucoup de jeunes dans la liste de Poitiers Collectif qui amènent plein d'idées. Hein. Et cette liste, moi j'ai adoré cette liste parce que les partis politiques qui sont venus, dans le groupe Poitiers Collectif, il y a les communistes, il y a Génération S, on a les écologistes, Europe Écologie Les Verts, mais ils ne sont pas venus pour imposer ce qui se faisait, ce qui se dictait depuis le national. Parce que dans certains partis politiques, le national dit ce qu'il faut faire et ça descend à la base. Nous, à Poitiers, ce n'était pas dans ce sens-là. On ne devait pas prendre ce qui se faisait en national. On devait partir du territoire, des besoins des habitants. Qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'est-ce qu'on peut faire avec les habitants pour réaliser des projets? Je donne un exemple de 2 projets qui sont phares aujourd'hui. C'est le palais, c'était le tribunal. Le tribunal est parti dans un autre endroit de Poitiers et l'espace était là, disponible pour tous les habitants. Qu'est-ce qu'on en fait? Donc c'était les assemblées citoyennes et populaires.
Beaucoup de projets sont partis de toutes les assemblées citoyennes. On a fait les 1001 portes où on a été toqué chez les habitants, aux portes des habitants, à leur dire est-ce que vous voulez faire partie de l'Assemblée citoyenne et populaire? Et on a eu des habitants qui se sont dit chouette, on a envie de venir participer au projet de la ville. Le deuxième exemple, c'est la caserne. C'était les pompiers qui étaient à côté de la gare de Poitiers et qui sont partis à un autre lieu de Poitiers. Et on s'est dit, mais ce lieu est très bien pour tous les habitants, qu'est-ce qu'on en fait? Donc, c'était des concertations, des discussions, des réunions. Et aujourd'hui, ça va être un tiers-lieu, comme au Palais, un tiers-lieu également, où il y aura un restaurant, il y aura des chambres d'hôtes qui vont être mises à disposition. À la caserne, il y aura l'auberge de jeunesse qui va gérer, avec des chambres d'hôtes, bien sûr, mais un tiers-lieu où toutes les associations de Poitiers peuvent venir avoir leur domiciliation ici, avec des actions concrètes. Je vois les petits débrouillards qui avaient commencé avant même que les travaux commencent à la caserne, qui avaient déjà proposé des ateliers de réparation, comme ils font comme d'habitude, hein, des ateliers de réparation où tout habitant peut venir avec sa cafetière, sans faire à repasser pour réparer. Et ça, c'est moi, c'est ça qui m'a plu en tout cas sur le Poitiers collectif qu'on a eu à Poitiers et à mener aujourd'hui. Et on part dans cette dynamique pour porter avec Léonore Moconduit qui se propose en candidate pour 2026. Merci. Ouais, merci, c'est précieux d'avoir vos retours aussi de ceux qui ont testé ça en 2020 et qui ont gagné. Vas-y. Oui, justement par rapport à l'intervention de Madame de Poitiers, je sais imaginons si on est élu demain en 2026, on va aussi hériter des projets de la mandature précédente. Bon, j'imagine qu'il n'y a pas de solution miracle, mais c'était une question aussi pour les élus de Poitiers. Enfin, qu'est-ce qu'on fait des projets du mandat précédent? Et alors, quand on est une citoyenne, qu'est-ce qui, je sais pas, c'est une question ouverte en fait. De toute façon, quand vous arrivez au pouvoir, vous avez des projets qui sont déjà en cours. Et il y a un projet en cours, il a plein de manières d'être en cours différents. Il y a des projets, tout est ficelé et c'est plus qu'une question de réalisation. Les contrats sont déjà partis avec les entreprises et tout ça. Bah là, vous faites de la gestion de la réalisation du projet. À la rigueur, vous pouvez avoir des fenêtres d'ajustement du projet ou de réduction de la voilure du projet si vraiment le projet ne vous parle pas. Et après, moins le projet est engagé, plus vous avez de marge de manœuvre, soit pour l'annuler, soit pour le... Voilà. Mais ça, vous héritez dans tous les cas. Et c'est pour ça que, en fait, 6 ans, c'est long en termes d'engagement, mais 6 ans, c'est court sur le rythme d'une municipalité, parce que souvent, ce qui se passe, c'est qu'entre le temps où on arrive, on comprend comment ça marche, le temps où, en fait, les budgets, de toute façon, sont déjà alloués à des projets qui sont en train d'être terminés, et la mise en place, en plus en participation citoyenne avec les habitants, de nouveaux projets et leur réalisation, les premiers éléments un peu durs qu'on peut voir dans la ville, souvent ils arrivent en fin de mandat. Voilà. Et souvent, ce que disent les équipes sortantes, c'est que c'est bien aussi d'avoir un deuxième mandat, au moins, pas forcément avec les mêmes personnes, il faut qu'il y ait une rotation, mais c'est vraiment au bout du deuxième mandat où on sait en fait ce qu'on a envie de pousser, on sait là où on a envie, on sait les marges de manœuvre qu'on a, et voilà, donc ça prend du temps. De toute façon, le temps de la politique publique, il est long. Mais là, vous allez hériter de des choses que vous savez, des choses que vous n'allez pas savoir, avec des surprises budgétaires qui peuvent être un peu folles. Et voilà, mais ça, il n'y a pas de... Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres prises de parole? Ouais, éventuellement. Est-ce que tu as des retours d'expérience ou des conseils sur comment est-ce qu'on fait pour introduire cette boussole démocratique et toutes les logiques qui sont derrière auprès d'une liste qui est déjà plus ou moins préexistante? C'est-à-dire que là, on est au moins 2 à vouloir pousser des logiques plus participatives. Auprès du maire sortant, il y aurait 1/3 de l'équipe en gros qui se représenterait, mais il y a déjà des logiques du travail qui sont instituées. C'est déjà lui qui est vraiment présenté comme candidat. Et voilà, ils partent pas de rien. Sur un horizon plutôt écologique, participatif, sur les principes, c'est bon. Mais malgré tout, voilà, il y a déjà des logiques concrètes. On a pas mal de retours d'expérience sur ça, des gens qui sont allés
avec la majorité, non dit majorité, en gros qui ont fait des alliances ou qui étaient quelques-uns dans la majorité, des gens qui ont été dans l'opposition puis sont allés ont créé une liste. Moi, ma conviction, et du coup je vais laisser aussi d'autres gens répondre à ça, mais moi ma conviction profonde, c'est que si le maire n'est pas profondément, ou la maire n'est pas profondément convaincue de la logique participative démocratique, ça sera hyper difficile de le faire pendant le mandat. Et du coup, une des manières de le faire, si vous n'êtes pas beaucoup et que vous êtes obligé d'aller dans une liste déjà en cours, c'est de prendre des délégations et des adjointures sur lesquelles vous aurez un périmètre d'autorité, de bien clarifier ça pendant la campagne, de dire moi je prends le logement, ok, je vais avec vous, mais moi sur le logement je vais faire de la participation citoyenne. Et d'essayer de dealer ça. Et même si vous dealez ça, ça va être compliqué parce qu'à un moment, admettons que vous faites ça et vous avez la délégation sur le logement, vous faites une assemblée citoyenne sur la politique de logement, sur les logements sociaux par exemple, pour autre chose. L'assemblée va décider de faire une chose, il va falloir que l'équipe entérine la proposition de l'assemblée. Donc si vous n'avez pas un rapport de force suffisant en interne, qui est nous on parle de rapport de force dans ce cas-là, et ce qui risque de se passer, c'est que le maire va changer la décision de l'Assemblée parce que lui, il pense que c'est pas la bonne chose. Donc il y a plusieurs manières de faire. Il y a aussi la manière de faire de réussir à embarquer certaines personnes, les élus ou le maire en l'occurrence, dans le processus d'Assemblée. Il y a des gens qui arrivent à se faire bouger et qui vivent en fait une assemblée et qui ne pensaient pas du tout ça comme ça et qui en fait bougent. Moi j'ai vécu ça dans certaines communes et qui disent j'y croyais pas du tout jusqu'à la fin, mais en fait c'est super, c'est vraiment ça qu'il faut faire, et qui du coup en fait tu arrives à les embarquer et du coup tu arrives à faire en sorte que la décision qui a été prise avec les habitants soit mise en place. Mais voilà, moi je suis un peu sceptique, j'ai plutôt l'impression qu'il faut faire une liste à côté, quitte à être pas nombreux là, ce coup-là, y aller à le coup d'après, hein, mais c'est très difficile en fait des gens qui sont au pouvoir et qui ont une logique propre et qui pensent savoir ce qu'il faut faire pour le territoire, pour moi d'instiller une... Je sais pas si quelqu'un veut réagir, on a un partage d'expérience sur ça, ouais, mais... Oui, sur la participation citoyenne, à mon sens, ce qui est très important, c'est de ne pas trahir les attentes des habitants. Donc de donner un périmètre relativement modeste où on est sûr que ce qu'on va faire comme participation va se traduire par une réalité dans la mairie ou dans la ville. C'est ce qu'on entend très souvent, et c'est le traumatisme, ça a été la Convention sur le climat qui a démarré ce désabus, ce rejet de cette attente qui est très forte. Ouais, c'est hyper intéressant ce que tu dis, c'est que quand on lance nous on appelle ça des séquences démocratiques, on fait hyper attention de cadrer le processus pour que ce qui sort du processus soit décisionnaire, c'est-à-dire soit potentiellement applicable. On peut pas faire nous on considère en tout cas qu'on ne peut pas faire une assemblée citoyenne sur le chômage, sur l'assurance chômage à Poitiers, ça n'a pas de sens parce que de toute façon on n'est pas décisionnaire sur l'assurance chômage, c'est le président qui sera et qui dira à l'Assemblée parlementaire ce qu'il faut faire sur le chômage. Mais on fait attention en tout cas de déclencher des assemblées et des processus participatifs sur des choses où on a la main et on est en capacité de mettre en place les choses. Et ça c'est hyper important. Je voulais vous partager un peu aussi quelques apprentissages qu'on a fait collectif. Ça vous va si je fais ça pour terminer ce temps-là et puis on prend une ou deux prises de parole. En fait, on a écrit un bouquin qui s'appelle « Prendre le pouvoir pour le partager ». Et c'est Elisabeth, Léa et Cléa qui ont travaillé pendant 1 an l'année dernière et qui ont fait 200 entretiens avec des élus, avec des agents, avec des habitants de communes pour essayer de raconter en gros ce qui marche et ce qui ne marche pas de manière assez objective, le plus qu'on pouvait en tout cas, sans édulcorer ce qui s'est passé. Et du coup, moi je vous dis un peu ce que moi je retiens des apprentissages qu'on a de terrain. Le premier frein, le premier écueil, le premier échec un peu, c'est le manque de diversité sociale dans les listes citoyennes et participatives. On a vraiment du mal à avoir une diversité sociale dans les listes qu'on mène. Il y a une étude qui est en train d'être faite par Démocratiser la politique, ça va nous donner des chiffres aussi assez intéressants. Mais je le dis maintenant parce que c'est maintenant en constituant les listes qu'on peut jouer sur ça et qu'on peut faire attention. En gros, le biais principal, on est un peu mieux que la moyenne, mais pas bien mieux dans les listes citoyennes participative, c'est que ça soit que des CSP+, qui soient dans le haut de la liste, et qui soient maires et qui les adjointures. Et donc ça se travaille dans le processus liste pour faire attention d'avoir une lecture quand vous faites la liste,
pas reproduire ces enjeux-là d'inégalité sociale. Le deuxième un peu échec, je dis un peu mais échec, c'est on a réussi à faire des assemblées citoyennes décisionnaires, ça marche. On arrive à faire des groupes de 30, 50, 200 habitants à Poitiers, c'est le plus gros exemple, où les élus, les agents, la société civile et les habitants prennent des décisions ensemble. Ça, on y arrive. C'est difficile parce que ça demandait beaucoup de méthodes, de temps et d'organisation, mais ça marche. Mais c'est quand même, on est en work in progress, on est en train d'apprendre le truc et du coup, il n'y a pas de vérité sur ça. On est en train de publier aussi un autre rapport sur l'Assemblée citoyenne de Poitiers. Je vous invite à essayer de lire tout ça avant de lancer dans des initiatives parce qu'il y a quand même beaucoup d'apprentissage à faire de ça. Et du coup, c'est un truc un peu, on est en train de travailler, mais on n'a pas du tout trouvé de solution magique d'assemblée décisionnaire qui fonctionne vraiment et qui permettent d'aller jusqu'au bout. On a aussi constaté qu'en fait, les plus grandes décisions du mandat, elles vont se prendre au début du mandat. Elles vont se prendre au début du mandat dans un document ou dans 2 documents suivant la taille de commune, qui est la programmation pluriannuelle d'investissement. C'est pas toutes les décisions, mais c'est quand même les grands. Quand on parle du palais à Poitiers, ça s'est décidé au début en fait de la liste. Ça s'est décidé dans ce travail-là de budgétisation de qu'est-ce qu'on va pouvoir investir dans la commune dans les prochaines années. C'est vraiment un élément qui est intéressant d'essayer d'ouvrir après l'élection, d'essayer de se dire ça va être quoi les grands investissements et de refaire un travail. En tout cas, on est plusieurs à essayer de considérer ça. Comment on ouvre ce temps-là de budgétisation qui est hyper important. Et souvent, ce qui s'est passé, c'est que les listes citoyennes qui ont gagné, comme elles étaient novices en politique, elles ont déjà essayé de comprendre comment ça marchait, de mettre en place leur programme. Et du coup, elles se sont retrouvées au bout de 2 ans, 3 ans, avec des problématiques à régler importantes, mais aussi des grandes décisions qui étaient déjà parties en fait. Et du coup, comment on arrive à anticiper l'arrivée au pouvoir et la première année pour essayer d'ouvrir des décisions importantes que vous voulez proposer, que vous avez mis dans votre programme, mais que vous allez rediscuter avec les habitants. Ce qui est très difficile aussi, je l'ai dit tout à l'heure, c'est le pied dedans et les 1000 pieds dehors. En fait, la machine municipale va vous embarquer et va embarquer en gros les 10, 15, 30, 40 qui sont les plus actifs dans le collectif, qui vont être choisis collectivement et qui vont devenir élus. Et ça va embarquer tout ça. Et en fait, il y a une machine tellement importante que c'est difficile de sortir la tête de l'eau et de faire en sorte d'être attentif à ce qui se passe dans le territoire et d'être vraiment en soutien des dynamiques électorales. En fait, ça va vous prendre tellement de temps de mettre en place les 4, 5, 10 projets que vous avez mis dans votre programme que vous allez un peu perdre de vue. Mais c'est normal, hein, c'est parce que ça prend vachement de temps. Et du coup, il faut faire hyper attention à comment on reste tout le temps du mandat au service des initiatives locales et pas seulement mettre en place des projets avec le budget municipal. Voilà. Après, maintenant, je vous dis un peu les réussites et les leviers qui ont été actionnés par les listes citoyennes et participatives. Il y a vraiment un truc qui est fondamental, c'est que si la tête de liste et les élus, globalement, sont convaincus que la démocratie est possible, ils arrivent à la mettre en place. C'est souvent... c'est pas des grandes assemblées citoyennes avec des milliers de personnes comme on a dans notre imaginaire, mais par contre, on va réussir à vraiment co-construire la politique de logement ou le PLU ou des politiques publiques ou des projets avec un groupe de 25, 50 personnes. Et ça va pas être les élus qui vont décider tout seuls. Ça marche, c'est possible. En tout cas, l'expérience le montre dans les citoyennes participatives. Je vous donne un exemple, c'est l'avenir de la station de ski à Saint-Hilaire en Isère. L'équipe d'élus, commune nouvelle, 2000 habitants, l'équipe d'élus arrive. Il y a le funiculaire qui tombe en panne parce qu'il y a un éboulement. Le funiculaire permettait de payer la station de ski, où tous les gamins font du ski. Voilà. C'est à 900 mètres d'altitude. Il y a de moins en moins de neige. Qu'est-ce qu'on fait? Ça coûte 150 000 € par an. On galère déjà à payer la cantine pour les petits à l'école. Qu'est-ce qu'on fait? Et là, les élus n'étaient pas d'accord entre eux, en fait. Il y en a qui voulaient fermer. Il y en a qui voulaient garder le truc. Et du coup, on a fait une séquence pendant 6 mois avec 200-300 personnes qui sont venues aux assemblées, qui ont construit un projet pour arriver ensuite à une décision en palier, avec des tentatives de sauvetage par une association, par une coopérative, par l'interco. Et si ça ne marchait pas, une fermeture de la station. Et en fait, ça a permis de désamorcer ce problème-là et surtout de construire une proposition collective, là où il y avait énormément de clivage, parce que beaucoup d'affect autour de la station de ski aussi. Voilà. Et donc ça, c'est vraiment des histoires hyper positives qui sont racontées et qui sont vécues par les habitants. Saint-Hilaire-le-Touvet.
n'y a pas de problème pour faire de la démocratie plus directe, que ce soit par rapport aux tailles de communes. C'est pas les mêmes réalités de faire de la démocratie plus directe dans un village que dans une grande ville. C'est pas plus simple ni dans l'un ni dans l'autre. Mais en tout cas, on arrive à faire de la démocratie plus directe dans une ville comme Poitiers à 90 000 habitants et dans un village de 500 habitants. On arrive les équipes, elles ont énormément bossé sur la collégialité et la déconstruction du rôle notamment du maire. Il faut savoir que le maire ou la maire, quand elle va arriver, tout est fait pour qu'il décide de tout toute seule. Notamment l'administration, elle est organisée pour ça. Et donc, si cette personne-là dit A, les services et le reste va s'enchaîner pour que ça se fasse. Il faut vraiment beaucoup de conviction pour cette personne-là de vouloir partager le pouvoir. Mais si on a vraiment quelqu'un comme ça, on y arrive à faire de la collégialité interne. Ça marche très bien. Tu l'as un peu dit, mais à la montagne, c'est un exemple. Il y en a plein d'autres. On arrive à construire les décisions et on arrive à faire sortir de ce rôle du maire patriarche, autocrate. C'est vraiment possible de faire de belles avancées sur ça. Il y a un enjeu avec l'administration en fonction des tailles de communes, ça n'a rien à voir. Hein. L'administration, c'est les fonctionnaires municipaux. Ça n'a rien à voir si on a une secrétaire de mairie ou un secrétaire de mairie et 5 agents qui font les espaces verts. Et à Poitiers, je ne sais plus, c'est 1200 personnes, donc c'est une énorme entreprise. Ça n'a rien à voir, mais il y a vraiment un travail on arrive à associer les agents à ces décisions-là et ça crée des choses superbes en termes de dynamique aussi. Et les agents qui redeviennent en capacité de prendre aussi des décisions politiques, c'est beau à voir. En tout cas, qui se mettent au service de ça, ça fait des belles histoires. Les outils coopératifs permettent une féminisation de la politique et une montée en puissance des femmes dans les corps, dans les citoyennes participatives. Ça marche, alors que ce n'est pas du tout le cas en politique habituellement. Il y a beaucoup de marges de manœuvre qui sont possibles dans la Ve République. On a l'impression que c'est verrouillé, mais en fait, il y a plein de choses à faire. À Vaour, le conseil municipal, c'est 22 personnes, 11 élus, 11 non-élus. Ils décident tous ensemble. Les 11 non-élus n'ont aucune prérogative légale, mais ils sont 22 et toutes les décisions, ils les prennent ensemble. Ils décident s'ils ouvrent la décision à plus, mais en tout cas, le conseil municipal, c'est 22 personnes. Et après, juste, il y a l'entérinement des décisions qui se fait par les commissions et par le conseil municipal après, mais les décisions, elles sont vraiment prises par les 22 personnes qui, pour eux, elles ont le même pouvoir politique à cet endroit-là. Rien ne se décide au conseil municipal, vous savez déjà ça? Tout est décidé avant. C'est juste une chambre d'enregistrement. Il ne faut pas chercher à démocratiser cet endroit-là, ça ne sert à rien. Tout est décidé avant, c'est l'avant qu'il faut travailler. Qu'est-ce que j'en ai une dernière. Il y a vraiment des marges de manœuvre possibles pour transformer la vie des gens sur l'eau, sur le logement, sur l'alimentation. Ça, c'est pareil, il faut aller bouquiner, aller voir un peu ce qui a été fait dans d'autres communes. Il y a pas mal de choses dans le rapport, mais il faut aller fouiller ailleurs. Il faut aller s'inspirer. Et on peut préempter des terres pour mettre un maraîcher. On peut, si la régie d'eau, elle n'est pas publique, on peut la récupérer. Si on veut mettre plus d'alimentation locale et bio, on peut le faire. Si on veut mettre plus de logements sociaux, on peut le faire. Enfin, voilà, il y a vraiment des vraies marges de manœuvre qui changent la vie des gens, mais elles ne sont pas faciles à saisir au début. Donc je vous invite vraiment à essayer de fouiller des expériences transformatrices qui ont été faites dans d'autres communes. Voilà. Et du coup, il est 29. Incroyable. Rajouter une chose sur le cas de Vaour, où on est sur une commune de 500 habitants. On a un cas similaire sur une commune de 5400 habitants à Plessé, dans le 44, où là, on a eu en fait ce qu'ils ont appelé les VIP, c'est-à-dire les volontaires impliqués à Plessé, qui sont 150 habitants non élus, qui depuis 6 ans ont le même fonctionnement qu'à Vaour, et travaillent la gestion municipale et la gestion de projet sous forme de commission avec les élus. Les élus sont là en fait pour chapeauter cette dynamique collective avec un accompagnement qui est fait aussi par des extérieurs sur l'intelligence collective. Voilà. Donc même à cette échelle, à une échelle plus grande, ça marche aussi. Bonjour, voilà, moi je suis tout nouveau dans tout ça. Je suis rentré dans le parti là, de la commune par rapport effectivement à ce côté en commun en fait, hein, effectivement, qui m'a beaucoup plu, avec beaucoup d'espoir, beaucoup de foi. Et je rebondis oui sur ces volontaires donc qui sont donc dans la partie de la gestion de la commune. Est-ce qu'on les paye? Parce qu'en fait, moi, ce que j'ai vu en faisant du porte-à-porte, en fait, en discutant avec les habitants, il y a ce côté on les sent effectivement motivés. Bon, faut un peu aller les chercher, mais on sent que ça va être dur de maintenir cette motivation.
Saint-Cyr-l'École, on est 20 000 habitants, mais nous, on est minoritaires. Est-ce qu'on les paye? Très bonne question. L'Assemblée citoyenne de Poitiers, on a fait une tentative d'indemniser les participants en fonction de leurs revenus et tout ça. Le préfet a attaqué en disant on n'a pas le droit d'indemniser des citoyens pour un travail politique. Mais la ville a gagné au tribunal administratif. En fait, c'est une pratique qui est assez courante dans les grandes villes d'indemniser, comme à la Convention citoyenne pour le climat, il y a la même chose sur le tram à Strasbourg en ce moment, d'indemniser les participants. Souvent, c'est à peu près 500 € pour plusieurs week-ends. Je te donne un ordre d'idée. Ça, c'est l'idéal, mais ça coûte énormément d'argent. Donc souvent, les petites communes ne peuvent pas faire ça. Et après, il y a des incitations en nature qui peuvent être faites, c'est-à-dire payer des tickets de transport ou le ticket de la piscine. Ou voilà. En tout cas, il y a d'autres marges de manœuvre. Mais c'est que c'est un vrai sujet parce que souvent, les seuls qui ne sont pas rémunérés dans les assemblées, c'est les habitants volontaires ou tirés au sort. Même s'il faut nuancer, parce qu'une indemnisation d'élus minoritaires dans un petit village, c'est vraiment pas grand-chose au regard du nombre d'heures de travail. Donc il faut aussi nuancer ça. Et l'indemnisation, pour moi, je crois que c'est un vrai levier pour mobiliser dans la diversité, mais il y a quand même plein de gens qui sont prêts à venir. Et je pense que l'autre enjeu hyper important, c'est la convivialité. C'est d'organiser, si vous faites de l'intelligence collective, c'est-à-dire que les gens ont droit à la parole pendant la réunion, prennent la parole au moins une fois, se sentent entendus et passent un bon moment, ça va déjà énormément faciliter le fait qu'elles reviennent. C'est pareil que dans une asso. Exactement. Ouais. Et juste sur le cadre républicain, nous, la stratégie qu'on opte maintenant, c'est de ne pas faire de délibération pour, par exemple, le fait de faire à Vaour un conseil municipal 11-11. Il n'y a jamais eu de délibération qui fait ça, parce qu'en fait, la préfecture va regarder la délibération. Mais par contre, vous pouvez le faire. Donc l'incitation, c'est plutôt faites les choses. Vous n'êtes pas obligé de faire des délibérations pour organiser une assemblée citoyenne. Vous la faites, c'est tout. Vous mettez en place les services, vous faites de la communication et tout ça. Et la préfecture, elle va regarder les délibérations. En tout cas, c'est son moyen d'action pour vous empêcher de faire des choses. Il y a une tentative, en tout cas à Poitiers, très forte de contrer la vague citoyenne écologiste. Pour l'instant, les petites communes sont un peu exemptées, mais voilà. Donc l'investition, c'est de faire ça en dehors, paralégal, presque, j'ai envie de dire. Mais ça marche complètement et toutes les communes font ça et c'est complètement OK. En fait, la préfecture, sur quoi elle a attaqué aussi à Poitiers, c'est de dire les élus ne peuvent pas être contraints par les citoyens. Dans la Constitution, on ne peut pas avoir une espèce de mandat impératif qui se met en place. Or, l'Assemblée citoyenne de Poitiers, qui est une assemblée décisionnaire, dit clairement que la décision qui est prise par l'Assemblée, dans laquelle il y a aussi les élus, s'impose aux élus et ils la mettent en place telle quelle. Et ça, c'est anticonstitutionnel. Donc on a une super lettre de la préfecture qui nous dit vous n'avez pas le droit de faire une assemblée qui impose, même avec un processus comme on l'a fait, le choix. Donc ce qu'ont fait les élus de Poitiers, c'est qu'ils sont revenus en arrière dans la délibération, ils ont dit c'est consultatif, mais dans la presse, ils ont dit que c'était décisionnaire. Et ils l'ont fait, surtout après. C'est une chambre d'enregistrement, ouais. J'ai pas le temps de vous faire la gouvernance un peu classique des listes qui ont gagné, mais faut vraiment, en fait, c'est vraiment le temps de construction des projets qu'il faut ouvrir. Et le reste, c'est le travail des élus de faire en sorte que ce soit décidé et mis en place, quoi. Mais c'est le temps de démarrage. Il faut que je m'arrête par contre parce que... Mais 34. Mais on peut en parler après un peu en off si vous voulez. On arrête là, merci beaucoup. J'espère que ça a été.